ma première question, c'est l'Afrique que vous avez connue comme ambassadeur de l'ONU dans les années 2000-2010, et l'Afrique d'aujourd'hui, avec toutes les guerres, toutes les surgissements des terroristes et autres. Comment vous analysez cette évolution des toutes dernières années? Est-ce que c'était déjà en germe dans les années 2000, et est-ce qu'à cette époque, il y a des tournants qu'on aurait dû prendre, des avertissements qu'on aurait dû lancer, et ça n'a pas été fait? Oui, c'est une question importante et complexe. Effectivement, les années 2000, donc une décennie après la fin de la guerre froide, c'était l'euphorie en Afrique et autour de l'Afrique. Donc beaucoup d'espoir. Je pense que quand on y regarde, il y a et continue à y avoir un plus grand espace de liberté d'expression, généralement de liberté de mouvement, de liberté dans les relations de l'Afrique avec le reste du monde. Mais derrière cette façade, qu'il ne faut pas sous-estimer, de façade de liberté de mouvement et de multiplication des échanges, en particulier avec la Chine, mais il ne faut pas non plus oublier la Turquie, le Brésil et l'Inde. Derrière ça, il y a un recul très dangereux, un recul dans la réalité en Afrique. Je n'ai jamais vu dans ma vie autant d'arrogance de la part des dirigeants quand il s'agit des abus, en particulier dans le domaine de la corruption. Quand je parle de corruption, je n'en parle pas du point de vue moral, qui est très important, mais j'en parle du point de vue efficacité. La corruption, quand elle est endémique, est tout simplement un cancer qui tue les institutions, qui tue les peuples et qui discrédite, délégitime les dirigeants. Donc, ça c'est très important. Mais est-ce que cette corruption touche les élites politiques africaines ou l'ensemble de la société? Je ne veux pas dire l'exemple qu'on dit souvent en Afrique, que l'exemple vient d'en haut, où la tête du poisson pourri, tout le reste n'est pas. Non. Il y a deux choses. La corruption est généralisée à travers le monde. Mais là où il y a une énorme différence avec l'Afrique, c'est l'impunité. Donc il ne faut pas qu'il y ait impunité, qui veut dire vous faites ce que vous voulez. Ça, c'est la corruption des élites, qui n'est pas une simple corruption, c'est tout simplement des hold-up sur les ressources des pays. À côté de cette corruption impunie, qui garantit les succès électoraux, qui discrédite les États et qui est en train, enfin, de les retribaliser, il y a la corruption de tous les jours, qui dérange les étrangers de passage, qui nous dérange tous, les arrêts pour demander le petit policier qui n'est pas payé, le mécanicien qui n'est pas payé, le gendarme qui n'est pas payé, et qui demande 1 ou 2 euros. Pour moi, c'est grave, mais ça ne peut pas se comparer à l'escroquerie, le brigandage, et en plus arrogant des élites. Et c'est la plus grande menace sur la paix et la sécurité, qui justifie le terrorisme, le radicalisme dans la société sahélienne en particulier. Et vous qui connaissez donc très bien les États-Unis, pour vous, quels sont les enjeux des Américains en Afrique? Est-ce que c'est des enjeux sécuritaires, des enjeux économiques, des enjeux diplomatiques, ou tout ça à la fois? Bon, disons, il y a, les choses changent naturellement. Il y a quand même aux États-Unis un
fort pourcentage de citoyens américains d'origine africaine. Monsieur Obama. Monsieur Obama, mais surtout toute cette classe d'Afro-Américains. Et comme en Amérique, il est toujours bon de remonter à ses racines, cette classe sociale a cette relation privilégiée avec l'Afrique, ou historique. Mais derrière tout cela, l'Amérique étant une superpuissance, elle a des relations avec tous les pays du monde, l'Amérique latine naturellement, mais aussi l'Europe, et de plus en plus l'Asie, le Moyen-Orient et l'Afrique plus tardivement. Ceci étant, je crois qu'il y a un véritable malentendu. Premièrement, à ma connaissance, aucune grande région du monde ne s'est développée tant qu'elle n'a pas eu un accès au marché américain. Les choses changent, mais l'Europe dévastée par la guerre, ou l'Amérique latine ou l'Asie, on ne se développe que si on a accès au marché américain. Ce n'est pas le marché chinois maintenant qui se substitue au marché américain? Le marché chinois est celui qui est de l'offre. Le marché chinois actuellement est un marché des matières premières. Donc ils importent les hydrocarbures, les matières premières. Mais ils inondent l'Afrique de tout à fait. leur production de chaussures, radio, tout ce que veut, tissus, et ainsi de suite. Mais ce dont je parle, c'est qu'on ne peut pas se développer ou s'imposer sur le marché tant qu'on ne vend pas aux États-Unis, que ce soit les bananes, que ce soit le café, que ce soit des tissus. Donc, le marché américain étant le marché le plus riche, le plus sophistiqué, il faut savoir vendre. L'Afrique, et c'est mon deuxième point, ne peut pas vendre pour plusieurs raisons. Ce n'est pas une question d'incapacité, il y a quelques pays comme l'île Maurice qui le font, mais le système américain est fondamentalement un système légal ou légaliste. Le poids des avocats, des juristes dans les contrats commerciaux, c'est des sujets dont on ne parle pas souvent. Aucune grande société américaine ne va acheter tant qu'elle n'a pas des contrats légaux signés, justiciables devant les tribunaux américains. Mais pour le pétrole et les matières premières, quand même, l'Amérique s'approvisionne en Afrique. Pour le pétrole, le gaz, les hydrocarbures, c'est la grande exception, mais tous les contrats sont faits selon les conditions américaines, que ce soit au Moyen-Orient, que ce soit au Nigeria, les plus grands exportateurs avec l'Angola et la Guinée équatoriale sur les États-Unis. Les contrats se font selon les règles des grands contrats signés par les sociétés américaines à travers le monde. Mais si vous voulez construire un grand Sheraton, si vous voulez construire un aéroport et signer avec un gouvernement, les conditionnalités que les juristes des grandes compagnies leur imposent ne peuvent pas être, ne sont pas recevables dans le contexte un peu anarchique, un peu corrompu, un peu personnalisé, qui se trouve dans les pays en particulier du Sahel, où un président ou son entourage peuvent expulser une société qui ne convient pas, peuvent jeter en prison un investisseur au pied levé. Est-ce que les Français, en matière d'échange, sont moins regardants que les Américains et ferment les yeux sur tous ces et même y compris en profitent de tous ces mécanismes de corruption? Les Français, comme les Britanniques, mais surtout les Français, les Espagnols, les Italiens, sont plus habitués à travailler avec l'Afrique et le Moyen-Orient que les États-Unis. Les États-Unis travaillent à leurs conditions. Je ne veux pas dire qu'ils sont plus honnêtes ou pas. Je veux dire que le système des avocats, des sociétés, est tellement puissant aux États-Unis qu'il ne peut pas y avoir de contrat sans leur feu vert. Ils ne donneront pas le feu vert
dans beaucoup, dans la plupart de nos pays. Aux États-Unis, en France, c'est différent. Il y a les messieurs Afrique. Il y a des messieurs Afrique, il y a des relations incestueuses, mais surtout, il y a des silences. Il y a des sociétés françaises qui sont victimes d'escroqueries en Afrique, y compris en Afrique francophone. Mais motus et bouscousi. Ces sociétés, leur gouvernement ne les défend pas, les avocats ne les défendent pas. De plus en plus, la corruption rampante des élites consiste à expulser non seulement les petits restaurateurs français établis depuis longtemps, mais même des représentants des grandes sociétés.